Au début régnaient les ténèbres. Et soudain le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères mortels et stupéfiants de cet endroit que nous appelons l'univers. Des étoiles naissent dans un éclair parmi le gaz tournoyant et la poussière des bras de la Voie lactée. Elles ne sont pas isolées, mais rassemblées en amas par la force de gravitation. La gravitation est comme le sculpteur de l'univers. Nous allons maintenant faire le tour des amas stellaires de la galaxie. Ce sont les cartes au trésor de l'espace. Ils détiennent des indices essentiels sur les mystères des 400 milliards de soleils de la Voie lactée. Les amas stellaires nous ont réellement permis de comprendre les parcours des étoiles, comment elles vivent et meurent. Elles mènent une existence violente et chaotique. Et notre recherche d'amas cosmiques pourrait finalement nous faire découvrir un univers plongé dans l'obscurité pour l'éternité. Sur Terre, par une nuit obscure, on peut voir près d'1 millier d'étoiles à l'œil nu. Si ce spectacle scintillant peut nous impressionner, il est des endroits de la galaxie dont la vision nous couperait le souffle. Imaginez le Soleil à la limite d'un amas géant composé de millions d'autres soleils qui occupent le ciel d'un horizon à l'autre. La densité stellaire est vraiment forte. La distance entre les étoiles peut être de quelques centièmes d'années-lumière seulement. Les amas galactiques sont splendides à regarder. Mais ils détiennent également les clés de la création des étoiles et savent comment elles se détruisent dans des explosions de supernovas qui produisent les éléments premiers de la vie. Notre recherche d'amas cosmiques commence non pas à travers la lentille d'un télescope, mais depuis l'habitacle d'un vaisseau spatial interstellaire. Nous avons pour mission de traverser la galaxie et de découvrir pourquoi ces amas sont aussi précieux, pourquoi ils constituent des indices qui peuvent nous permettre de résoudre les mystères des étoiles. Notre première étape, les Pléiades, est le plus célèbre de tous les amas d'étoiles. Il est situé à 440 années-lumière de la Terre. Connu depuis l'Antiquité, il comprend 1 millier d'étoiles. On peut en voir quelques-unes depuis la Terre. Les Pléiades sont appelées les 7 sœurs. C'est un groupe d'étoiles brillantes que l'on aperçoit l'hiver dans le ciel. Mais en vérité, seules 6 étoiles sont facilement décelables. Tout le monde peut en voir 6, et ceux qui ont une vue vraiment excellente peuvent aller jusqu'à 9 ou 10. Mais j'ai rarement rencontré quelqu'un qui ait vu avec précision cette étoile. Dans l'Antiquité, une des étoiles était peut-être considérablement plus brillante qu'aujourd'hui, mais depuis, elle a faibli, et on ne peut plus voir que 6 étoiles. En fait, il y a des centaines d'étoiles dans les Pléiades, peut-être plus d'1 millier. Nous tournons autour des Pléiades à la recherche d'indices qui pourraient nous révéler les secrets de l'univers. Car les amas détiennent des clés pour comprendre comment sont nées les étoiles, comment elles vivent et meurent, les secrets de leur création. Comme dans tous les amas, nous voyons que les étoiles des Pléiades sont tellement proches les unes des autres qu'elles sont pratiquement toutes à la même distance de la Terre. Bien sûr, les étoiles d'un amas ne sont pas exactement à la même distance de nous, mais elles sont tellement éloignées que les différences de distance sont vraiment très légères et sans conséquence. C'est comme si on regardait un stade plein de spectateurs depuis un petit dirigeable situé en hauteur. Depuis cet engin, les spectateurs sont tous à peu près à la même distance. La majeure partie de ce que nous savons des étoiles, leur taille, leur poids, leur âge, vient de ce que leur luminosité nous inspire. Mais on ne peut pas juger de la véritable luminosité d'une étoile sans savoir à quelle distance elle se trouve. C'est là où l'amas entre en jeu. Le fait que toutes les étoiles d'un amas soient à la même distance de la Terre est important. Cela nous procure un échantillon d'étoiles qui nous permet d'en voir la luminosité réelle.
Si nous n'avions pas la certitude qu'elles sont toutes au même endroit, nous ne saurions pas si nous regardons une étoile très brillante mais éloignée ou une étoile plus faible mais plus proche de nous. C'est impossible à dire, mais dans un amas, on peut le déterminer. Ce sont les mêmes règles qui s'appliquent aux étoiles dans le ciel et aux voitures sur la route. Nous avons ici 2 voitures de même marque et de même modèle. Ainsi, nous savons que les phares de chaque voiture diffusent exactement la même lumière. De là où je suis ici, les phares d'une voiture ressemblent à ceux de l'autre, c'est évident. Mais maintenant, ces voitures vont imiter les étoiles dans l'univers. Elles sont semblables, mais à des distances différentes. Ok, Amy, recule. Regardez les phares. Ceux qui sont là-bas sont plus faibles que ceux-ci, même si nous savons qu'ils sont semblables. C'est l'effet de la loi en carré inverse. Si cette voiture est 2 fois plus loin, alors les phares seront 4 fois plus faibles. Si c'est 4 fois plus loin, alors les phares sont 16 fois plus faibles, et ainsi de suite. Mais parfois, une lumière peut paraître plus faible et l'être en effet. Cette torche et ses phares sont tout comme les étoiles d'un amas. La torche juste à côté du phare semble plus faible, et c'est parce qu'elle est plus faible et non plus éloignée. Dans un amas, une étoile pâle à côté d'une étoile brillante semble plus pâle parce qu'elle l'est en elle-même, et non parce qu'elle est plus éloignée. De près, nous voyons que les Pléiades sont un mélange d'étoiles brillantes et d'étoiles plus faibles. Et cette grande variété d'étoiles dans un amas, toutes à la même place, permet aussi de résoudre l'énigme de l'évolution stellaire. Les amas stellaires nous ont réellement permis de comprendre le parcours des étoiles, comment elles vivent et meurent. Formons une hypothèse. Si un extraterrestre voulait apprendre la façon dont les humains vivent et meurent, et qu'il n'ait que 30 secondes pour nous observer, il filerait vers la Terre et prendrait des images de millions d'humains. Et même s'il ne pouvait pas observer la vie et la mort d'un seul humain avec ces images de groupe, il pourrait en déduire notre histoire. Il aurait regardé des bébés et aussi des gens âgés. Un amas stellaire est simplement comme un instantané dans le temps, mais il y a des étoiles qui sont à des moments différents de leur vie. C'est l'outil dont avaient besoin les astronomes pour rassembler les éléments de la vie stellaire. Nous savons que les plus grandes et les plus brillantes des étoiles sont les plus dangereuses. Aussi resterons-nous à distance. Voici des étoiles dont la devise pourrait être « vivre vite et mourir jeune ». Ce sont elles qui entrent en expansion et deviennent géantes avant de se transformer en supernova. Le danger guette même dans les amas aux noms séduisants comme la boîte à bijoux. Mais la prochaine étape de notre voyage est un lieu du ciel familier aux habitants de l'hémisphère nord. Nous sommes à 80 années-lumière de la Terre, à proximité de l'amas le plus proche de notre planète, la constellation de la Grande Ourse. En tournant autour d'elle dans notre vaisseau intersidéral, nous pouvons voir 5 des étoiles centrales qui forment la Grande Ourse. C'est ce qu'on appelle la Grande Casserole. Les humains ont remarqué qu'elles se déplaçaient ensemble dans le ciel. Dans la plupart des constellations, les étoiles sont complètement indépendantes les unes des autres. Elles ne sont pas liées sur le plan gravitationnel. En fait, les étoiles de la Grande Ourse se sont formées en même temps. Elles font donc partie du même ensemble. Avec le temps, le mouvement transformera la figure familière que composent ces étoiles. Nous observons la Grande Ourse pour approfondir une autre question sur les amas. Pourquoi certains sont-ils plus dispersés que d'autres? De forme irrégulière et en apparence disséminée, ils sont appelés amas ouverts. Un amas stellaire ouvert est un ensemble d'étoiles relativement lâches. Elles se forment dans les bras d'une galaxie en spirale, s'en éloignent progressivement, puis se dispersent. Les spécialistes pensent que toutes les étoiles naissent dans des amas. Mais avec le temps, celles des amas ouverts sont éloignées par l'attraction gravitationnelle d'autres étoiles qui passent par là. Cela signifie que la plupart des amas sont jeunes, car en vieillissant, les étoiles quittent les amas. Un amas d'étoiles est un peu comme ce tas de confettis dans ma main. La gravitation peu à peu éloigne les étoiles et disperse l'amas. Si je souffle sur ces confettis, je vais disperser ce petit tas. Allons-y. Maintenant, si ceci était un amas stellaire et non un tas de confettis, c'est la gravitation qui éloignerait peu à peu les étoiles
disperserait l'amas avec le temps, jusqu'à ce qu'il n'en reste quasiment plus rien. Ces jeunes amas sont très importants pour nous. En trouvant de nombreuses étoiles en un seul lieu, nous pouvons faire une sorte de sondage et comprendre le caractère commun ou rare des différentes sortes d'étoiles dans la galaxie. Dans la plupart des amas, on voit vite qu'il n'y a que quelques très grandes étoiles brillantes, un nombre plus important d'étoiles ordinaires, comme notre Soleil, et d'innombrables petites étoiles faibles, à peine visibles dans cette cohue. Mais à quel point sont-elles ramassées? Les étoiles des amas sont éloignées de plusieurs milliards d'années-lumière. Mais quand on intègre ces données dans l'ordinateur de notre vaisseau intersidéral, on découvre qu'elles sont plus proches que ce que nous connaissons. La densité des étoiles voisines du Soleil est d'un peu plus d'une étoile pour 50 années-lumière cubes. Dans un amas ouvert typique, il y aurait 500 étoiles dans le même espace. Nous ne sommes allés qu'une fois dans un amas ouvert. En revanche, nous avons parcouru tellement de fois la galaxie que nos étoiles sœurs peuvent être de l'autre côté de la Voie lactée. À quoi ressemblait l'existence du Soleil quand il faisait partie d'un amas? Pour le découvrir, nous décidons de nous rendre là où des étoiles se forment, dans un amas, en ce moment même. Nous nous dirigeons vers la nébuleuse d'Orion, à 1500 années-lumière de la Terre. Elle ressemble à une étoile un peu floue dans l'épée de la constellation d'Orion. Mais de près, c'est un éblouissant spectacle de lumière. La nébuleuse d'Orion est une des grandes nurseries stellaires que nous connaissons. En ce moment même, elle forme des étoiles. Si on traversait la nébuleuse d'Orion, on verrait un véritable bouquet d'étoiles, mais vers le milieu se trouvent 4 étoiles particulièrement brillantes. Elles forment une configuration appelée le trapèze. Et si on passait en vol près de ces étoiles, on verrait ces 4 étoiles brillantes toutes récentes et une foule de petites étoiles autour. Ce serait un voyage extraordinaire. Nous nous dirigeons vers les 4 étoiles du trapèze, les plus brillantes d'un amas qui est un centre très actif de formation d'étoiles. Des milliers d'autres étoiles se sont formées ou sont en formation. Mais les spécialistes pensent que l'amas impose une sorte de contrôle de naissance sur le cycle entier. 10% seulement de la masse d'un nuage formateur d'étoiles se transforme en effet en étoile. Pourquoi donc, dans ce nuage, si peu de matière devient-elle une étoile? Nous sommes aujourd'hui amenés à penser qu'il s'exerce peut-être un processus de réaction. Une fois formées, les étoiles agissent sur le nuage comme un thermostat et limitent le nombre d'étoiles qui vont se former. Dans l'amas du trapèze, on trouve 4 étoiles massives qui produisent une immense quantité de rayons ultraviolets, ainsi que des vents qui se répandent dans la zone alentour et affectent le gaz qui va former les étoiles. Même si on a 1 millier d'étoiles en formation dans le trapèze, le taux d'étoiles naissant dans cette zone va être affecté par les rayons ultraviolets et le vent des étoiles massives. Si les nébuleuses sont les nurseries stellaires du cosmos, les amas sont les lycées où les étoiles vivent ensemble jusqu'à ce que la vie et la galaxie les séparent. Mais il est clair que tous les amas ne sont pas identiques. Nous allons maintenant en rencontrer certains. Ils font partie des endroits les plus extrêmes de toute la galaxie. Les étoiles y sont tellement massives qu'elles sont sur le point d'exploser et de plonger dans l'oubli. Quand il s'agit des amas stellaires, une des premières questions que posent les néophytes est « lequel est le plus grand ?» Quel est celui qui se détache des autres? C'est comme lorsqu'on regarde une grande ville. On veut savoir quels sont ses plus hauts gratte-ciel, ses monuments les plus caractéristiques. Pour découvrir le plus extraordinaire des amas stellaires, il nous faut parcourir 10 000 années-lumière. Westerlund 1 est un super amas dont la masse est 100 000 fois celle de notre Soleil. Aujourd'hui, Westerlund 1 détient le record du monde du plus grand amas récent. Il comprend près de 100 000 étoiles. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que pendant longtemps, nous n'avons pas eu conscience de sa dimension. Les astronomes connaissent Westerlund 1 depuis longtemps,
Mais il y a 5 ans seulement que nous avons eu un aperçu de toutes les étoiles de cet amas. Nous avions enfin des détecteurs à infrarouge capables de percer la poussière de la galaxie située entre la Terre et cet amas. Les avancées récentes de l'astronomie infrarouge ont permis de découvrir une zone de 6 années-lumière de diamètre où s'entasse une population très nombreuse d'étoiles. Les plus grandes et les plus lumineuses sont des monstres galactiques, des étoiles supergéantes de différentes tailles et couleurs qui vont du bleu au rouge et même au jaune. La phase de supergéante bleue et celle de supergéante jaune et rouge représentent des phases de la vie d'une étoile massive. Elles commencent bleues, puis deviennent rouges, et dans certains cas, elles vont et viennent entre bleu et rouge. Si les couches extérieures sont enlevées, on peut voir la profondeur du matériau plus chaud. Entre les phases rouges et bleues, elles sont jaunes, et c'est ainsi que nous les appelons des supergéantes jaunes. Le Soleil, souvent considéré comme une étoile ordinaire, est minuscule par rapport aux supergéantes, de quelque couleur qu'elles soient. Prenons notre Soleil, dont le diamètre est plus de 100 fois supérieur à celui de la Terre, et supposons qu'il soit réduit à la taille de cette petite tête d'épingle jaune de moins de 3 mm de diamètre. Nous réduisons donc considérablement la taille du Soleil. Eh bien, à cette échelle, les plus grandes étoiles, les supergéantes rouges, seraient à peu près de la taille du dôme du télescope qui est derrière moi. Elles sont énormes comparées au Soleil, alors que le Soleil lui-même est déjà énorme comparé à la Terre. Les étoiles supergéantes, qu'elles soient bleues, jaunes ou rouges, sont toutes appelées des étoiles massives évoluées. Cela signifie qu'elles ont consumé leur hydrogène, carburant nucléaire, qu'elles se sont transformées en géantes et peuvent éventuellement exploser en supernova. Les supernovas sont tellement lumineuses qu'on peut les voir de très loin. Mais David Y. de Wing, en Pennsylvanie, nous pose une question. Une supernova peut-elle infléchir le temps et l'espace suffisamment pour que nous remarquions un changement ? Bien sûr, David, nous espérons qu'une supernova créera une perturbation assez importante pour que nous puissions la remarquer, une inflexion de l'espace et du temps assez notable. Mais ce ne sera pas facile. On ne sera pas bousculé, mais on espère que la génération actuelle de détecteurs d'ondes gravitationnelles, ainsi que la suivante, pourra observer de légères ondulations dans le tissu de l'espace et du temps. C'est une nouvelle fenêtre inexplorée de l'astrophysique, l'astronomie des ondes gravitationnelles. Notre Soleil deviendra une géante rouge. Il se développera assez pour engloutir l'orbite de la Terre, mais n'atteindra pas la taille de l'orbite de Jupiter comme les supergéantes et n'explosera pas non plus en une supernova. Les supergéantes d'un amas nous indiquent l'âge de cet amas. Ces étoiles incroyablement massives sont importantes parce qu'elles ont des durées de vie très courtes. Elles ne vivent que 5 ou 6 millions d'années. Donc, lorsqu'on voit une étoile massive évoluer, c'est qu'elle est proche de la fin de sa vie. On sait qu'elle ne peut avoir plus de 5 ou 6 millions d'années, car sinon, elle aurait déjà explosé. Aujourd'hui, les astronomes n'ont découvert que quelques-uns de ces amas très massifs. Et comme Westerlund 1, ils étaient tous quasiment inconnus jusqu'à très récemment. Regardez à quel point nous sommes ignorants. Rendez-vous compte qu'il y a seulement 10 ans, nous ne savions rien de ces amas massifs. Tous les jeunes amas que nous avons découverts depuis plus de 10 ans comprennent moins de 10 000 étoiles. Et nous connaissons des milliers de ces petits amas, alors que nous ne connaissons qu'une douzaine d'amas massifs. Notre galaxie est tellement pleine de poussière que la plupart des amas stellaires découverts jusqu'ici se situent dans une zone autour de nous dans la Voie lactée. Nous pouvons difficilement voir le centre de la galaxie. Mais avec les avancées de la technologie, nous pourrons voir de plus en plus loin, jusqu'aux bras spiralés les plus éloignés. Westerlund 1 ne sera pas longtemps le jeune amas le plus massif, car nous découvrons sans arrêt de nouveaux amas. Quelques superamas sont proches du cœur galactique, là où les forces gravitationnelles du trou noir géant de la Voie lactée peuvent les réduire en pièces en quelques millions d'années. Pour l'instant, on étudie avec intensité leurs étoiles massives lumineuses. Notre prochaine étape est l'amas du quintuplète, un amas massif de 4 millions d'années,
appelée ainsi à cause des 5 supergéantes rouges qui dominent en son centre. C'est aussi le domicile de l'étoile du Pistolet, l'une des plus brillantes de toute la galaxie. L'amas comprend 5 supergéantes massives, dont les secrets sont dissimulés par des nuages de poussière rouge. En 2006, des scientifiques perplexes ont tenté de les apercevoir de plus près à l'aide du télescope Keck situé à Hawaï. Ce qu'ils ont découvert est surprenant. 2 des étoiles sont entourées par d'étranges spirales, ce qui signifie que les supergéantes ne sont pas seules. Dans l'amas stellaire du quintuplet, on trouve plusieurs étoiles massives qui font partie de systèmes binaires. Elles sont en train d'éliminer doucement leur enveloppe extérieure. Celle-ci entre en collision et crée une forme de spirale. Il est très inhabituel de trouver plusieurs de ces objets au même endroit. Ces étoiles sont très rares. Si vous regardez ailleurs dans notre galaxie, vous en trouverez une de temps en temps, ici ou là, mais peu d'entre elles sont concentrées en un seul endroit. Ce n'est qu'une question de temps avant que celle-ci et certaines des centaines d'autres étoiles supermassives éclairent l'amas lorsqu'elles exploseront en supernova. Elles feront alors exploser certaines de leurs planètes et anéantiront les civilisations de mondes voisins par leur rayonnement mortel. Des dangers similaires guettent à l'intérieur d'un autre amas proche du centre galactique. Celui-ci est l'amas des Arches, situé à 25 000 années-lumière de la Terre et à 100 années-lumière seulement du centre de la Voie lactée. L'amas des Arches a été le premier jeune amas massif découvert dans la galaxie. C'est le jeune amas le plus dense de toute la galaxie. L'environnement de notre Soleil est quasiment vide comparé à l'amas des Arches. Le Soleil n'a qu'un seul voisin dans les 50 années-lumière cubes qui l'entourent, le système d'Alpha du Centaure. Si nous étions dans l'amas des Arches où les étoiles sont étroitement serrées, cet espace contiendrait plus d'1 million d'étoiles qui éclaireraient jour et nuit le ciel de n'importe quelle planète. Si nous vivions sur une planète autour d'une étoile de l'amas des Arches ou d'un amas de même densité, nous verrions des milliers d'étoiles dans le ciel nocturne. Une seule d'entre elles serait plus brillante que la pleine lune. Le ciel nocturne serait très lumineux. Le niveau de lumière serait comparable à celui qui règne dans un bureau au cours de la journée. L'amas des Arches est un repère d'importance capitale pour notre galaxie. Les spécialistes s'en sont servis pour comprendre quelle taille pouvait atteindre une étoile. Notre recherche d'amas cosmique nous a conduit à celui des Arches, un des plus importants de notre galaxie. C'est ici que les spécialistes ont découvert à quel point une étoile pouvait être massive. La question semble simple, mais jusqu'à il y a quelques années, nous ne savions pas quelle masse pouvait atteindre une étoile. Les Arches possédaient tout ce qu'il fallait aux savants pour résoudre la question. Premièrement, il était certain que dans un amas aussi grand, il y avait sûrement de nombreuses étoiles massives à étudier. Deuxièmement, vieux de 2,5 millions d'années, l'amas était assez récent pour que ces étoiles massives n'aient pas encore explosé. La plus grande étoile d'un amas serait donc probablement un bon guide pour nous dire pourquoi il y a des étoiles massives dans l'univers. Ce que nous avons vu dans les Arches est une collection de nombreuses étoiles de faible masse, de centaines d'étoiles de taille moyenne et d'une douzaine d'énormes étoiles, dont la masse est 130 fois celle du Soleil. Au-delà, nous n'avons rien vu. C'était comme tomber d'une falaise. Si des étoiles ayant une masse environ 130 fois plus importante que la masse solaire peuvent naître et vivre, elles auraient été là, dans les Arches. Il semble donc que la nature ait fixé une limite à la masse maximum d'une étoile. Elle est sans doute de 130 à 150 fois la masse du Soleil. Quand on s'éloigne du très récent amas des Arches, on se dirige vers une partie très différente de la galaxie. Aux confins paisibles de la Voie lactée résident ces habitants âgés que sont les amas globulaires.
Un amas globulaire, j'adore entendre ce mot. Une goutte, voilà exactement ce que c'est. Il y a souvent jusqu'à 1 million d'étoiles dans un grand amas compact. Ces éléments sont mystérieux parce qu'ils semblent très anciens. Il y a là certaines des plus vieilles étoiles de la galaxie. En fait, certaines sont tellement anciennes qu'elles sont quasiment aussi vieilles que l'univers lui-même. Les amas globulaires offrent une vision stupéfiante, mais c'est leur âge qui les rend aussi passionnants. Puisqu'ils sont presque aussi vieux que l'univers même, ils posent la question de l'âge de la galaxie. La Voie lactée est-elle aussi ancienne que l'univers même? Nous disposons d'une preuve qui nous indique que l'univers est âgé d'environ 13,7 milliards d'années, étant donné que les plus vieux amas globulaires ont à peu près 13 milliards d'années. Cela signifie qu'ils se sont formés au cours du premier milliard d'années après le Big Bang. Cela marque la naissance de notre galaxie. Et nous pensons que d'autres galaxies se sont également formées au cours du premier milliard d'années qui a suivi la naissance de l'univers. Les spécialistes ne savent pas comment se forment les amas globulaires. C'est l'un des mystères persistants de l'astronomie. Comme on en trouve aussi dans d'autres galaxies, ils ont peut-être un rapport avec la formation même de la galaxie. Nous voyons que les étoiles isolées des amas globulaires sont très anciennes. Dans certains cas, elles datent de 13 milliards d'années. D'autre part, nous savons que les amas globulaires sont aussi anciens et qu'ils se sont créés au moment de la formation de la galaxie. On ne sait toujours pas si le système s'est formé en premier, la galaxie se resserrant à partir du nuage moléculaire restant, ou s'ils se sont resserrés, effondrés et formés en même temps. Pour trouver des amas globulaires, nous allons à l'extérieur du disque chaotique de la galaxie, là où résident la plupart des étoiles, vers un endroit appelé le halo galactique. Le halo de notre Voie lactée est une configuration d'étoiles vastes et de forme presque sphérique. Il enveloppe le disque de notre galaxie spiralée. C'est là que vivent les amas globulaires. De nos jours, il y a près de 160 amas globulaires connus, mais on pense qu'il y en avait autrefois beaucoup plus. Leur présence dans le halo, hors de l'influence du disque galactique, peut expliquer qu'ils aient gardé leur forme sphérique. Il est possible que les amas globulaires proches du disque se soient dissipés il y a longtemps. Mais il y a en tout cas un amas hors du halo qui risque d'être mis en pièces, un amas qui a perdu 80% des étoiles qu'il comprenait lors de sa formation. Nous continuons notre trajet vers l'amas globulaire M12 pour voir de plus près ce ravage. L'amas globulaire M12, au lieu d'être en orbite hors de notre galaxie ou de traverser les limites extérieures, est en fait passé près du centre de la galaxie. À ce moment-là, l'interaction gravitationnelle avec les autres étoiles de la Voie lactée a été assez puissante pour attirer certaines des étoiles les plus massives à l'intérieur de l'amas. Ce qui se passe, c'est que M12 perd lentement ses étoiles de faible masse à chacun de ses passages dans notre galaxie. Peut-être n'en restera-t-il plus rien parce qu'il aura été complètement dévoré par la Voie lactée. Pour l'instant, la plupart des amas globulaires sont encore très peuplés. Ils sont 60 000 fois plus denses en étoiles que notre environnement galactique. Comme ces amas sont anciens, les étoiles massives qu'ils comprenaient auparavant sont épuisées depuis longtemps. Le ciel d'un amas globulaire serait encombré, mais sa lumière resterait subtile. Si nous étions sur une planète tournant autour d'une étoile à l'intérieur d'un amas globulaire, nous verrions des milliers d'étoiles. Mais la nuit, la luminosité serait comparable à celle qu'on a dans une pièce où quelques bougies sont allumées. Quand ils tournent dans le halo, les amas globulaires sont pour la galaxie ce que les lunes sont pour une planète. Les amas globulaires que nous avons vus à la périphérie d'autres galaxies démontrent qu'il s'agit d'un élément commun à de nombreuses galaxies. Maintenant, notre voyage à travers l'espace nous mène loin de notre galaxie, à 60 millions d'années-lumière de là, vers une énorme galaxie elliptique, M87. Elle ressemble un peu à un amas globulaire.
La plupart des points flous de cette photo prise par le télescope spatial Hubble sont des amas globulaires tournant autour de M87. Cette galaxie géante en comprend 15 000. Mais M87 est à la pointe du phénomène des amas. Elle est située au cœur d'un amas non pas d'étoiles, mais de galaxies, où nous allons voyager pour être témoins de la violence des systèmes d'étoiles géantes qui entrent en collision à des vitesses atteignant des millions de kilomètres/heure. Nous jetons quelques regards rapides pour voir la façon dont l'attraction gravitationnelle maintient ensemble les étoiles. La gravitation est comme le sculpteur de l'univers. Elle agit sur de vastes zones, si bien qu'elle peut rassembler les galaxies, tout comme les amas stellaires, mais à une échelle beaucoup plus grande. Il s'agit ici de millions d'années-lumière. C'est fantastique. C'est un processus qui débute là où notre vaisseau spatial se prépare à voler en dehors de la galaxie. La Voie lactée est une galaxie vaste mais plutôt spiralée. Et nous sommes situés dans un petit groupe de galaxies, dans un environnement dont le matériau est tout à fait commun dans l'univers. Seuls 5% environ des galaxies sont situées dans des amas importants. Plus de la moitié d'entre elles se trouvent dans de petits groupes de galaxies. L'amas qui accueille notre galaxie est appelé le groupe local. Un parcours de 3 millions d'années-lumière nous permet de dépasser deux de ses membres importants, la Voie lactée et M31, la galaxie d'Andromède. La galaxie du Triangle est la seconde en ordre de grandeur. Quelques dizaines de galaxies naines circulent entre elles. À l'intérieur d'un amas, les galaxies tendent à fusionner avec le temps, si bien que dans les 4, 5 ou 6 milliards d'années à venir, notre Voie lactée fusionnera avec la galaxie d'Andromède. À l'heure actuelle, si nous regardons l'univers à partir de l'orbite terrestre, notre champ de vision ressemble à cela. Le dessin de notre propre galaxie domine, s'étirant à travers le centre. Mais quand nous fusionnerons avec Andromède, le ciel aura beaucoup changé. C'est un événement très spectaculaire qui semble se produire dans une galaxie elliptique, très différente des deux spirales qui la composent. Andromède va passer plusieurs fois, comme si elle effectuait une danse gravitationnelle avec la Voie lactée. La fusion va détruire leur élégante forme de disque. À la fin, elles vont composer une goutte géante et ronde, la forme typique des galaxies elliptiques dans l'univers. Le groupe local est minuscule comparé aux grands amas galactiques de l'univers. Le grand amas le plus proche est la prochaine étape de notre voyage. Notre groupe local est à près de 60 millions d'années-lumière d'un amas beaucoup plus grand, l'amas de la Vierge. Celui-ci est constitué de milliers de galaxies, et non de quelques dizaines seulement. Notre groupe local, l'amas de la Vierge et quelques autres amas, font partie d'une structure encore plus grande appelée le superamas local. Ces amas sont des lieux de violence, où des galaxies se déplacent à des vitesses incroyables. Il s'agit ici de plusieurs centaines de kilomètres par seconde, ou, en d'autres termes, cela serait quelque chose comme 1,5 million de kilomètres par heure. Nous allons nous rendre maintenant parmi ces amas géants aux vitesses fulgurantes pour résoudre le mystère des galaxies. Pourquoi certaines possèdent-elles des étoiles qui se forment dans les amas et d'autres non? La réponse se trouve dans le gaz galactique. Les galaxies sont parfois riches en gaz et parfois pauvres. Les galaxies riches en gaz tendent à former activement des étoiles, contrairement aux galaxies pauvres en gaz. Il s'avère que l'activité des amas de galaxies est un peu comme celle d'une zone de combat où ces vitesses extrêmes menacent d'étouffement les galaxies riches en gaz. La galaxie est étouffée quand une galaxie qui ne fait pas partie d'un amas s'en rapproche. L'attraction gravitationnelle de cet amas peut alors faire disparaître ou absorber le gaz de la galaxie.
Celle-ci, qui manque alors de gaz, est incapable de former de nombreuses étoiles. Elle est étouffée. Et quand une galaxie s'enfonce profondément à l'intérieur d'un amas, elle affronte un problème qu'on appelle l'épluchage par pression dynamique, lorsqu'elle file à toute vitesse à travers le gaz léger qui flotte dans l'amas. En filant à travers ce gaz, la pression peut éplucher le gaz de la galaxie, ce qui la conduit à être dépourvue de gaz et donc à être incapable de former de nombreux amas stellaires. Si nous traversions l'amas à la recherche de gaz intergalactiques, nous n'en verrions pas. Il est tellement léger que sur Terre, on penserait avoir un vide parfait. Mais si nous mettons en marche les détecteurs à rayons X de notre vaisseau spatial, le gaz apparaît comme une immense lumière étrange. Les galaxies que nous voyons à la lumière visible, en les regardant avec un télescope ordinaire, ne sont pas les seuls composants des amas galactiques. En effet, ce ne sont même pas les composants principaux. Le composant essentiel des galaxies est un gaz chaud et léger, réchauffé par les chocs subis au cours du processus de formation des amas. À présent, il est tellement chaud qu'il brille sous les rayons X et qu'il est complètement invisible à la lumière normale. Le gaz chaud exerce plus d'influence gravitationnelle sur l'amas que les galaxies que nous pouvons voir. Sa force de gravitation permet d'attirer les galaxies de l'amas vers un centre commun, si bien que quand nous regardons les amas galactiques, nous avons une vision de notre propre avenir. Au centre de l'amas, on trouve souvent une galaxie elliptique géante, résultat d'innombrables fusions provoquées par la gravitation, comme celle qui réunira la Voie lactée et Andromède. C'est une tendance commune aux amas de galaxies. Elles fusionnent ensemble, forment plusieurs, puis finalement une seule supergalaxie. L'univers est-il voué à être peuplé de supergalaxies isolées? La gravitation va-t-elle continuer à exercer éternellement son attraction? Pour trouver des réponses, nous utilisons des superordinateurs qui, tels des machines à voyager dans le temps, nous transportent dans le futur. Et le scénario qu'ils envisagent risque d'être beaucoup plus noir que ce que l'on craint. Nos plus grands télescopes et satellites d'observation nous envoient régulièrement des images stupéfiantes d'amas cosmiques. Mais pour l'essentiel, ce ne sont que des instantanés. Pour bien observer l'évolution de l'univers, nous avons besoin d'une machine à voyager dans le temps. La durée de la vie humaine est courte à l'échelle du temps cosmique, mais nous pouvons observer l'évolution des galaxies et des amas galactiques en effectuant une simulation sur des ordinateurs superpuissants. Le superordinateur transforme notre vaisseau spatial en une machine à voyager dans le temps pour l'étape suivante de notre mission, découvrir comment l'univers a évolué et comment il disparaîtra. Cette simulation montre comment se forme un amas galactique. Une évolution de 12,3 milliards d'années est ainsi condensée en moins d'une minute. Ce type de visualisation par ordinateur est important pour nous permettre de comprendre les œuvres de l'univers et où nous mènera l'avenir. Les simulations où nous pouvons voir l'amas galactique évoluer sur des milliards d'années me coupent le souffle. Il est extraordinaire d'observer le temps cosmologique à travers ces simulations élégantes et magnifiques. Voici comment fonctionnent les superordinateurs. Au départ, il y a ce que les spécialistes appellent le problème à n corps, n étant le nombre de corps. Les corps sont ici les planètes, les étoiles ou les galaxies. Et le problème est d'effectuer un simple calcul pour voir comment les étoiles ou les planètes se déplacent dans l'espace selon les lois de la gravité de Newton. Les simulations de ce type sont des outils remarquablement puissants qui nous permettent d'étudier comment les systèmes complexes, tels que les amas galactiques et les galaxies, évoluent avec le temps. Peter Toobin, spécialiste de la simulation à l'Université du Maryland, entre les formules de la gravitation dans un superordinateur appelé DeepFuK. Il est facile, par exemple, de visualiser l'orbite d'une planète autour d'une étoile.
C'est ce qu'on appelle un problème à deux corps. N'importe quel lycéen, bon en maths, est capable de le résoudre. Mais supposons que l'on doive concevoir les mouvements de l'essaim d'étoiles d'un amas stellaire. Gérer un problème à n corps, c'est un peu comme du jonglage. Si on a un problème à deux corps, ici on a une balle, je peux me débrouiller assez facilement avec une balle. Mais je ne suis pas jongleur. Je ne sais pas si je peux avec deux balles. Il est clair que je ne peux pas jongler. Cela demande beaucoup d'efforts et une interprétation du cerveau pour jongler correctement avec deux balles. Maintenant, imaginons que nous ayons 3 ou 4 balles. Moi, je n'y arrive pas. Mais certains en sont capables. Il y a cependant une limite. Personne ne peut jongler avec 20 balles. Étonnamment, les calculs à effectuer pour résoudre ce problème sont assez simples. Et si l'on a besoin d'un superordinateur, c'est qu'il y a énormément de calculs à faire. C'est un travail très laborieux. Allez les gars, numéro 1. C'est ce que démontrent les étudiants de Tübingen lorsqu'ils tentent de faire ces calculs pour 12 étoiles sans ordinateur. 1 est à 6, 4. Numéro 2. 2 est à 3, 4. Numéro 3. 3 est à 2, 4. Pour des calculs comme cela, la position de départ de chaque étoile va être coordonnée aux autres dans un graphique. Numéro 8 est à 4, 4. Chaque étoile possède aussi sa propre vitesse, et le reste appartient aux étudiants. En se servant des lois de Newton, ils doivent imaginer la façon dont la force de gravitation d'une étoile agit sur les autres et déterminer la position de chacune d'entre elles à un point du futur. Numéro 1. Ces étudiants devraient travailler en permanence durant 300 ans pour découvrir le résultat que le superordinateur obtient en une seconde. Les calculs sur les amas de galaxies montent en puissance et portent sur des millions, voire des milliards de corps. Les astronomes impatients de simuler le passé, le présent et le futur de l'univers ont la chance d'avoir des ordinateurs de plus en plus performants à leur disposition. À l'heure actuelle, les superordinateurs dont on se sert ne sont pas très différents des portables que vous et moi utilisons chez nous. La seule chose, c'est que nous les relions ensemble. Ils sont faciles à construire, peu onéreux, et il en existe beaucoup. Aujourd'hui, on compte parmi les simulations les plus complexes le projet européen Millennium Run. Les données de 10 milliards de galaxies ont été entrées dans un superordinateur qui fonctionne en continu pendant 28 jours, soit 343 000 heures d'utilisation du processeur. Il a obtenu un remarquable parcours en 3D à travers un espace de 2,4 milliards années-lumière. On voit des centaines de millions de galaxies s'agglutinant en amas le long de vastes plages de matière noire. À l'aide des superordinateurs, les scientifiques peuvent non seulement étudier le passé, mais prédire l'avenir de l'univers. Je trouve génial que nous puissions prendre les données que nous avons sur les conditions présentes et utiliser ces simulations effectuées par ordinateur pour prévoir l'avenir. Nous pouvons nous en servir pour extrapoler ce qui nous arrivera à la fin. Cette simulation commence avec la mousse quantique, laissée par le Big Bang, et nous emporte à travers 13 milliards d'années, lorsqu'elle s'est entièrement condensée dans les amas de galaxies et les superamas, le long du réseau de filaments et de vides, comme ceux que nous pouvons détecter aujourd'hui. Le phénomène cosmique de formation d'amas est ici mené à l'extrême par la force de gravitation. Mais celle-ci est contrebalancée par la mystérieuse énergie sombre qui entraîne au loin les amas galactiques de l'univers. Il y a 10 ans, des astronomes ont découvert que l'univers non seulement était en expansion, mais que cette expansion s'accélérait avec le temps. La gravitation va réunir les amas de galaxies uniquement au niveau local. Notre groupe local va se rassembler en une super-galaxie, mais toutes les autres galaxies de l'univers vont s'éloigner de nous à toute vitesse. Dans 100 milliards d'années, ce coin d'espace sera plongé dans l'obscurité. Aussitôt que les galaxies lointaines qui nous entourent se seront étendues et auront atteint la vitesse de la lumière, cette lumière qui émane d'elles ne sera plus en mesure d'arriver jusqu'à nous. Ces galaxies s'étendront dans de vastes régions de l'espace et disparaîtront de notre vue.
Notre galaxie sera une île plongée dans l'obscurité. Des nuages de gaz continueront à se former dans les amas stellaires proches. Mais les astronomes du futur ne verront rien dans le ciel au-delà des limites de notre propre galaxie. Si le travail de nos chercheurs n'est pas conservé, rien ne permettra aux cosmologistes du futur de savoir qu'il y a eu un jour un Big Bang et une expansion cosmique. Rien ne pourra leur révéler ce qu'il y a au-delà de l'univers.